Hey, bonjour à tous, c'est 168, le podcast de l'intimité et du sommaire et du résumé. Sommaire n'était pas le bon mot, je regrette de l'avoir utilisé, je vous présente toutes mes excuses les plus plates et les plus sincères. Pardon, ça n'arrivera jamais. C'est la fin de cet épisode de 168. J'adorerais vraiment le terminer comme ça, mais je pense que vous le prendriez mal. Vous me laisseriez de très mauvaises critiques sur le store d'Apple. Écoutez, je suis épuisé. Je sais pas vous, mais moi je suis épuisé en ce dimanche soir, car j'enregistre évidemment 168 le dimanche, comme vous n'êtes pas censé l'ignorer. On est sur un dimanche de l'épuisement. Chaque dimanche, plus les semaines passent, plus les dimanches qui arrivent sont de l'ordre de l'abattement total. C'est-à-dire que j'arrive en fin de semaine, je suis une loque humaine. Il y a tout qui s'effondre. Capacité cognitive, capacité physique, capacité émotionnelle. C'est-à-dire que je m'effondre pour mieux renaître de mes cendres pour mon public. Dès le lundi matin, 8h, afin d'écrire des blagues pour quotidien. Non, c'est vrai, ce dimanche-là, je suis je suis pas bien vif. Je vous le dis, je suis pas bien vif. Il y aura pas des belles réflexions, hein, voilà. Mais bon, j'ai compris que c'était pas un podcast pour vous élever spirituellement et intellectuellement. On est sur un podcast d'échange. Donc là, vous êtes techniquement chez moi, hein, on est là, et je vous donne de mes nouvelles. Et je vous dis que je suis éclaté. Et je vous dis que mon cerveau n'arrive plus à marcher. Et que j'ai passé un dimanche à juste être un légume. Un légume. Mais pas un légume vif, hein. Pas une tomate ou de la batavia fraîche. Non, non, un vieux légume nul, genre un panais, un topinambour. Vraiment, je suis une loque. J'ai passé de 10h du matin, 10h30, ouais, je me suis levé un petit peu tard, je suis fatigué, jusqu'à là, 18h51, au moment où je vous parle, à juste végéter devant des séries, à, à être fatigué du seul fait de sortir un plat d'un sachet plastique pour le faire réchauffer. Rien que ça m'a demandé énormément d'énergie. Alors, ça ira mieux demain, comme on dit chez nos amis optimistes, mais les dimanches sont de plus en plus durs. Et puis, l'hiver arrivant, je vais devenir, je pense, mi-homme, mi-canapé, ou mi-homme, mi-plaid, hein, parce que je suis issu quand même d'une catégorie à base de bobos. Donc, donc je vais être de moins en moins vif sur les 168. Je vous préviens que je pense qu'au tournant de janvier, hein, mi-janvier, les podcasts vont juste commencer comme ça. Salut, c'est Pablo 68. Laissez une bonne critique sur Spotify, s'il vous plaît. Voilà, je pense que ça va ressembler à ça. J'aurai plus la force. J'ai plus la force, j'ai plus rien. Alors, j'ai pas passé un mauvais dimanche pour autant, hein. Moi, j'aime bien les dimanches. Ça me permet de me reposer comme un dimanche, au fait, parce que le Pablo, il charbonne toute la semaine, à la recherche de plaisir, d'une notoriété vaine, qu'il cherche en vain afin de combler une faille de l'enfance. Voilà. D'argent aussi, hein. On cherche la moulaga, la quicheta, les mapessa, plata, comme on dit en Argentine. Mais non, c'était pas désagréable. Moi, je fais pas partie, je vous le dis, je fais pas partie de cette catégorie de Français et de Françaises qui subissent leur dimanche. Moi, je m'ennuie pas le dimanche. Déjà, je m'ennuie jamais. Je m'ennuie plus. Avant, je m'ennuyais quand j'étais enfant. Maintenant, je m'ennuie plus. Ma vie intérieure est suffisamment riche pour qu'il y ait toujours des angoisses ou des névroses sur lesquelles s'accrocher pour se divertir, d'être là et de faire ah ouais, au fait, t'es malheureux. Putain, c'est génial. Tu vas pas t'ennuyer aujourd'hui. Voilà, c'est ça mes dimanches. À minima, c'est ça. Après, il y a des systèmes de séries en SVOD qui se rajoutent. Mais j'ai pas le dimanche ennuyé, hein. Même sans contact social, je suis très heureux dans mon coin. Je suis là, il y a des feuilles, il y a des petites factures avec de la TVA, ouais, il y a une lingette pour essuyer un écran de marque américaine. Voilà. Ce genre de choses. Je ne serai jamais, jamais, jamais ennuyé un dimanche. Parce que je peux, quoi qu'il arrive, d'ailleurs je fais souvent ça pendant les vacances, je mate énormément de stand-up. Et là en ce moment les amis, je suis retourné, ça c'est mon actualité des 168 dernières heures, je suis en train de me replonger dans du George Carlin. Alors je me suis surpris à connaître des spectacles de George Carlin par cœur, comme on connaît des chansons par cœur, ce qui a fait peur à Mamour, hein. C'était très bizarre de connaître des intonations
de George Carlin. J'adore George Carlin. J'adore. Maintenant, je me rappelle à quel point ça a été un électrochoc artistique quand j'ai découvert ce qu'il faisait. Alors, je crois que j'ai découvert en... j'ai peur de dire une bêtise. Peut-être 2011. Ouais, peut-être 2011, 2012, par là, quoi. Et je me souviens que c'était un électrochoc. C'est la première fois que je voyais un humoriste ne pas chouchouter son public, ne pas lui servir la soupe, ne pas être démago avec son public, de un peu le taquiner. Ça a été un vrai, je le dis, vraiment une vraie petite révélation. Quelqu'un en plus qui avait un stand-up très agressif, moi, quand je l'ai découvert, puisque j'ai découvert sur ses stand-up qui datent d'après 92, et là, il était rentré dans sa troisième phase artistique où il était assez euh, euh, agressif, aigri, mais de manière artistique. Hein, c'était parce qu'après en interview, il était évidemment beaucoup plus posé, mais l'énergie qu'il avait développée sur scène était beaucoup plus aigrie, quoi. Mais et donc moi ça m'avait sidéré parce que on était dans une époque où on était sur un stand-up en France en tout cas ou du one man plutôt souriant, plutôt bon enfant où il fallait copiner avec le public et j'ai trouvé que c'était de la foudre en barre, quoi. Je sais pas, j'ai pas une meilleure expression que de la foudre en barre, ce que proposait George Carlin. Et encore, là, je venais de découvrir ce qu'il proposait dans les années 90, sauf que je l'ai découvert en 2012, donc techniquement, j'ai eu, putain, quasiment 20 ans de retard, putain, terrible. Mais voilà, là, je me suis rematé You Are All Diseased, vous êtes tous malades, et j'ai trouvé ce stand-up vraiment fort, quoi. Tout n'est pas égal, évidemment, il y a des sketchs plus forts que d'autres, comme dans n'importe quel spectacle. Mais celui-là est fort. Il y a Back in Town qui est très très fort aussi. Euh, pour moi, tout ce qu'il y a entre 92 et 2001, c'est très très fort chez George Carlin. Pour moi, c'est le George Carlin que je préfère. Celui d'avant, il me faisait un peu moins marrer. Il était un peu moins politique, un peu moins. Enfin, il était un peu, mais moins vénère. Celui d'après, il était moins drôle, juste vénère, et ça, je trouve ça dommage quand t'es humoriste d'oublier des vannes. Mais voilà, celui de cette décennie-là, de 92, et même celui de 89, mais celui de voilà, 89-92 jusqu'à 2001, donc le spectacle qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, Complaints and Grievances, j'ai trouvé exceptionnel. Alors dans les spectacles d'après, il y a toujours des bons sketchs de George Carlin, mais ils se font un peu plus rares. Mais il y a toujours des très très bons trucs. Même dans son tout dernier spectacle, qui date de 2008, si je dis pas de bêtises, il a un sketch sur les gosses qui est vraiment très 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 drôle. Mais bref, je voulais pas parler de George Carlin à la base, mais j'ai parlé de... voilà, j'avais envie d'en parler. George Carlin qui a une rue à New York. C'est le seul pèlerinage que j'ai fait quand je suis allé à New York. C'est que je voulais aller devant la plaque de George Carlin Street. Euh, Ça m'avait fait un petit truc, j'étais content. C'est une rue complètement nulle et anodine, mais ça me faisait plaisir d'y aller. Voilà, écoutez, je sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça. Alors il y a un lien peut-être avec le sujet qui arrive, c'est que je me suis rendu compte cette semaine, et ça, je sais pas comment vous le dire autrement, mais je suis un peu misanthrope dans la vie, un peu, hein, je veux dire que je n'aime pas l'être humain, voilà. Sous toutes ses formes, hein, vraiment, sous tous ses sexes, sous tous ses âges, toute classe sociale, toute couleur de peau, toute idéologie, je déteste l'être humain, hein, dans ce qu'il a de plus humain. Et après, je n'aime pas l'être humain aussi dans ses particularités, vraiment, toute forme, hein, vraiment. Si, voilà, comme je rappelle souvent, hein, si j'avais le gant de Thanos et que je pouvais claquer les doigts, bon bah voilà, je serais déjà en train de faire un ska depuis bien longtemps. Voilà, donc je suis misanthrope. Mais cette semaine, je me suis dit, je suis pas assez misanthrope. Je déteste pas encore assez l'humanité. Il y a une base, hein, qui est là. C'est-à-dire que là, je suis misanthrope à hauteur de 75%. Mais il y a un gros 25% de encore, ouais, les gens c'est un peu cool, oui, des fois c'est plaisant, des fois ils réalisent des belles choses, des fois ils sont un peu gentils, des fois ils sont vertueux, des fois ils font machin, et des fois il faut les accepter tels qu'ils sont. Et ça me fatigue. Ces 25% de tolérance qu'il y a en moi me fatigue, mais à un point. Mais j'ai l'impression d'écouter un abruti qui te parle de bienveillance et d'être lumineux quand j'écoute ces 25%. Donc je vais essayer, les amis. Je vais me battre. Et ça, c'est une promesse que je vous fais. Je vais me battre pour que ces 25% d'altruisme et de philanthropie, pour qu'ils décèdent au 1er janvier. C'est la promesse que je me fais. 1er janvier, 100% de misanthropie. Hein, de la tête aux pieds. Du bout du cheveu brun jusqu'au bout du panari de mon gros orteil, il y aura de la misanthropie.
Ça, c'est premier. Parce que je me déçois. Je me déçois de pas être misanthrope totalement. Je me dis, Pablo, là, tu nous fais un truc tiède. Hein, quitte à être misanthrope, soit le vraiment, ou alors dans ce cas-là, soit vraiment philanthrope. Hein, ou comment on appelle ça? Ou altruiste. Hein, mais pas altruiste, puisque l'inverse d'altruiste, c'est égoïste. Altruiste, c'est pas le bon terme. C'est philanthrope, je crois. Euh, et ça, je pourrais jamais le faire. Hein. Être pleinement philanthrope, ça, c'est non. Hein. Jusqu'à la fin de ma vie, hein, on va ruminer son aigreur contre ses congénères et puis ça va bien se passer. Mais il faut que je travaille sur cette part positive qu'il y a en moi. Il faut que je lui pète la gueule. Il faut que je lui fasse une balayette, hein, que je lui dise, tiens, regarde par là, c'est le centre commercial Beaugrenelle. Et bam, je le balaye. Je balaye la partie sympathique. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire à propos de ma misanthropie. J'aimerais évoquer un troisième sujet, enfin quatrième, puisqu'on a parlé de George Carlin un petit peu. Ça, pour moi, c'est le grand fléau. Le grand, grand, grand fléau de notre société aujourd'hui. Et ça me fatigue. Et j'ai envie de mettre des patates aux gens. Et j'ai envie de me mettre des patates aussi, hein, quand je me rends compte que je rentre dans cette catégorie-là. Et ça m'arrive 3-4 fois par an. J'ai décidé d'appeler ça l'ère du confusionnisme. Alors, on entend un peu ces 2-3 dernières années, hein, le fait qu'il y ait beaucoup de confusion dans l'esprit des gens, dans leurs convictions, dans leurs valeurs, dans leurs repères de société, dans leur... bref, on dit qu'il y a de la confusion. Bon, je suis pas si sûr que ça qu'à l'échelle d'un individu, il y ait beaucoup de confusion, mais à l'échelle de groupes sociaux, je trouve qu'il y en a un peu plus. Et je trouve qu'il y a une confusion intellectuelle avant, confusion intellectuelle aujourd'hui qu'il y avait moins avant. Je dis pas qu'il n'y en avait pas avant. Je pense qu'avant, il y avait pareil, un même taux de confusion intellectuelle. Mais que là, waouh, on a passé la deuxième, quoi. Si on passe à troisième, ça a picoté. Quatrième, cinquième, je pense qu'il n'y a plus de cheveux. Le cuir chevelu, il se décolle. Ce que j'appelle de la confusion, en fait, moi, j'ai repéré trois trucs auxquels je réfléchissais cette semaine. C'est pour moi les trois piliers de la confusion intellectuelle. La première chose, c'est la paresse intellectuelle. C'est-à-dire, c'est le fait comme son nom l'indique, de ne pas déployer assez d'efforts pour penser correctement un sujet, un phénomène de société, une déclaration, un acte, une idée, une proposition politique, une façon de voir le monde, ce que vous voulez, un paradigme si tu veux taper dans les mots un peu scientifiques. Mais voilà, c'est la paresse intellectuelle. Parce que bien penser quelque chose, ça demande déjà de la distance, et donc ça c'est un truc de recul, et ça demande du temps aussi. Ça demande du temps pour creuser un truc, le retourner, voir les arguments, les contre-arguments, multiplier les points de vue différents pour essayer à la fin d'avoir une espèce de point de vue global à la 360 degrés sur un sujet quel qu'il soit. Et ça demande du temps et de l'énergie. Et ce temps-là et cette énergie-là, on ne prend plus trop justement le temps de penser correctement un sujet. Alors il y a les universitaires encore, même si j'imagine qu'ils doivent être comment dire, assujettis à des délais de rendement aussi dans certaines filières. Mais, mais donc aujourd'hui, on ne prend plus le temps, parce que déjà on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, notre journée elle est remplie de boulot aussi, de loisirs aussi, et puis on n'a pas envie le soir quand on rentre, c'est mieux de regarder une série ou de manger une planche mixte, ou de faire une séance de judo avec les copains, plutôt que de se prendre la tête à réfléchir à un sujet de société, ou à un sujet même psychologique, sur soi-même, qui demande du temps, et du travail, quoi, du travail. Deuxième pilier, après la paresse intellectuelle, c'est la mauvaise foi. C'est-à-dire qu'en fait, on est déjà paresseux. Et en plus, comme on est attaché à nos petites convictions, et ben, quand on nous apporte des arguments qui contredisent ce qu'on pense, et ben, on ne les reconnaît pas, ces arguments. Ou alors, ça c'est le fameux... c'est même pas un biais de confirmation. C'est-à-dire qu'au fait, on accuse, ou on pose des affirmations ou des négations sur le monde sans aucune preuve, et sans prendre le soin de vraiment réfléchir à si la réalité colle à notre assertion. Mais pour moi, le cœur de la mauvaise foi, c'est vraiment quand on t'apporte des arguments rationnels et empiriques qui contredisent ce que tu proposes comme point de vue sur le monde, et de ne pas le reconnaître, tout ça parce qu'au fait tu dois garder la face, hein, et tu n'as pas envie de perdre la face, et donc résultat tu dis non, mais ton argument c'est de la merde, juste parce que tu as peur de dire j'ai eu tort. Alors qu'il n'y a rien de mal
d'avoir tort tant que tu le reconnais de bonne foi, au fait, et que tu continues à raisonner avec des critères, j'allais dire, rationnels, quoi, qui sont donc la logique et j'allais dire, l'empirisme, quoi. Ça, c'est le deuxième pilier, la mauvaise foi. Et après, il y a le troisième pilier pour moi de la confusion intellectuelle qui est proche de la mauvaise foi, qui est le dogmatisme, quoi. C'est-à-dire le dogmatisme qui est de croire à des choses euh, auxquelles on croit déjà et de continuer à y croire sans aucune preuve, quoi. Euh, c'est l'inverse de la rationalité. Alors, être dogmatique, ça ne veut pas dire avoir tort tout le temps. Parfois, on peut être dogmatique sur un point et avoir raison de temps en temps. Mais il y a aussi des fois où la réalité te contredit. Et comme tu es dogmatique et que tu crois que, j'en sais rien, euh, je dis n'importe quoi, tous les gilets jaunes sont des racistes ou des antisémites ou des complotistes, et tous les riches sont des escrocs et des, j'en sais rien, et des méchants, et bah, si tu crois ça tout le temps, des fois tu vas avoir raison, et puis au fait peut-être la grande majorité du temps, au fait la réalité elle va te démentir, sauf que toi tu as besoin de cette vision des choses un peu manichéenne, simple et pratique pour se repérer dans le monde, et bah au fait tu vas pas vouloir l'acheter quand la réalité va te contredire. Et, euh, et donc bref, ça pour moi le dogmatisme, le fait de croire sans preuve et de continuer à croire sans preuve et de continuer à affirmer sans preuve juste parce que la croyance est là et qu'elle est importante, pour moi c'est le troisième pilier de ce que j'ai appelé le confusionnisme. Alors est-ce que ça existe déjà comme mot? Sans doute, j'aurais dû le déposer à l'INPI en tant que marque déposée. Mea culpa, mea culpa. Allez, j'aimerais vous parler de deux autres petits sujets. Deux autres petits sujets alors qu'ils n'ont rien à voir avec des sujets de société. Enfin si, un petit peu, mais pas aussi grave que ces histoires de confusion, de misanthropie et de... Ah putain, elle est bonne cette eau calcaire. Euh, je voulais vous raconter un petit truc. Cette semaine, dans le cadre d'un shooting photo très sympathique, qui s'est déroulé avec un photographe qui s'appelle Sacha Goldberger, si je dis pas de bêtises, hyper sympa. Et il a fallu que je me rase. Et je me suis retrouvé avec un visage, bon, bah, qui laissait entendre qu'il y avait un peu trop de chromosomes à l'intérieur de mon code génétique, ça c'est une évidence. Et parce que je suis dégueulasse. Déjà franchement, je suis un 5 sur 10. Je suis un 5 plus sur 10. Quand je suis bien apprêté, maquillé, costumé, coiffé, machin, avec une belle barbe. Mais alors, sans barbe, franchement, je descends à 3 sur 10. Faites entrer l'accusé. Je te jure, on a l'impression que j'ai tué des gens dans l'est de la France et que j'ai caché leur corps dans des radiateurs. Je sais pas pourquoi je suis parti sur les radiateurs. Et donc, bref, il a fallu que je me rase la barbe. Et là, je me suis rappelé quand même à quel point la barbe, hein, on le dit souvent, c'est le Wonderbra des mecs. Hein. Ça permet de pimper une personne. Alors, c'est techniquement pas aussi faux qu'un Wonderbra qui est du tissu qui t'aide à donner des formes que tu n'as pas, puisqu'au fait, la barbe, ça vient de ton corps, donc ça te donne une forme que tu as quand tu as de la barbe, c'est tout. Mais mais, ça biaise quand même un peu l'esthétique de ouf d'un mec. Alors faut trouver le juste milieu entre la petite beubare qui sert à rien, et la beubare qui a des trous aussi dans la joue, là ça c'est nul, et la grosse, la grosse beubare de chômeur hipster islamiste. Mais quand t'as un bon juste milieu, ça t'améliore grandement, 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 grandement ton visage. Donc, mesdames, si vous tombez un petit peu sous le charme d'un homme à barbe, n'oubliez jamais, mais jamais, 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 jamais que oui, c'est lui, il est plutôt beau gosse, comme ça, ok, il vous plaît. Euh, mais n'oubliez jamais que derrière cet homme avec une barbe, il y a un autre homme qui est lui. C'est lui, mais c'est pas lui non plus. C'est-à-dire que c'est lui, mais il est vraiment beaucoup plus moche. Il vous attirera beaucoup moins. Voilà, je me permets de mettre ce petit warning. Donc ce que je vais faire, je vais évidemment comme un fourbe, comme un forban, laisser repousser cette sublime barbe qui devient rousse au bout de 2 semaines afin de réentretenir en fait ma vie sentimentale, érotique, avec Mamour. J'ai besoin de ces petites choses, hein, pour relancer mon couple. Là, c'est une barbe. La dernière fois, je lui ai ramené du tarama. Bon, bah voilà, ça faisait la soirée. Elle était contente. Hein, elle s'est mise à miauler. Voilà. Bon, bref. Allez, je voulais vous parler d'un dernier sujet.
Là, je voulais dire que j'étais pas. Là, j'étais plutôt excédé par des choses jusque-là, mais là, je voulais faire un petit truc positif. Je voulais dire du bien de certaines personnes. Je vais juste boire un coup d'eau calcaire. Mmh, c'est un délice. Non, je voulais rendre hommage à nos amis à nos amis de la chanson, hein, qui font des concerts, mais pas tant aux chanteurs ou aux chanteuses, ni aux musiciens, alors qu'ils font certes un boulot sympa, mais là pour le coup, je voulais vraiment m'adresser aux gens qui font la créa lumière des concerts, parce que pour m'intéresser un petit peu aux lumières depuis 3 ans, 4 ans, depuis que j'ai un spectacle, quoi, depuis que je suis au théâtre. Moi, j'ai eu à cœur, pour les gens qui ont vu le spectacle, de proposer un spectacle qui propose une scénographie où c'est pas juste du stand-up, c'est pas juste des vannes qui s'enchaînent pendant 1 heure et quart, et il y a une petite proposition de mise en scène, de scénographie. Je vais pas révéler tous les trucs, mais voilà, on essaye de faire un peu de mise en scène. Et donc le spectacle est d'un point de vue lumière, puis son aussi, mais plus riche qu'un spectacle de stand-up. Mais en me penchant sur le sujet, j'ai commencé à regarder comment bossaient les gens de la musique, quoi, quand ils font un concert dans des festivals ou en concert tout court, quoi. Et je vois le boulot de ouf en lumière que font les directeurs artistiques des chanteurs, chanteuses, des groupes de musique, et aussi les régisseurs lumière qui sont parfois 2, 3 par concert. Je vois le boulot que c'est, et franchement, c'est dingue de ouf. C'est-à-dire que quasi pour chaque note de musique ou alors chaque séquence musicale ou motif ou accord, je sais pas, j'ai pas le mot exact, il y a quasi un temps lumineux. Et quand je vois la quantité de travail que c'est pour bosser genre avec 3 ou 4 temps lumineux par sketch, et là c'est bien plus. Les mecs, enfin, je crois que sur les concerts live, la grande, grande valeur ajoutée, alors oui, c'est toujours bien d'avoir une chanson que tu peux, enfin d'avoir un chanteur ou une chanteuse avec qui tu peux chanter en chœur et tout ça, c'est cool. Mais le taf de lumière, c'est franchement du spectacle vivant, je vous le dis, hein. Les concerts de pop, rock, ou autre, ou même de hip-hop et tout ça, ou de musique électro, c'est vraiment en termes de lumière, hein, d'expérience visuelle et sonore, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Nous, à côté, les gens de l'humour, on est des amateurs sur ce travail-là. Après, nous, notre marque de fabrique, c'est quand même faire rire les gens, ce que peu de chanteurs savent faire correctement. Mais ceci dit, voilà, je suis jaloux. Je suis jaloux des concerts des chanteurs et chanteuses sur la lumière de ce qu'ils peuvent proposer, du travail que c'est. Je suis jaloux aussi des chanteurs et chanteuses parce que dans la galaxie du spectacle vivant, ils arrivent à faire vivre au public des choses que nous, humoristes, on pourra jamais faire vivre. Nous, on peut faire vivre des choses très cool, du jeu, euh, passer du propos, on peut passer un peu plus de propos. Après, on fait passer beaucoup moins d'émotions que des chanteurs ou des chanteuses. Mais ce qui se passe, je pense, entre des gens qui chantent et leur public, et ce qui se passe entre des humoristes et leur public, ça n'a rien à voir. Il y a un truc beaucoup plus fort, beaucoup plus, beaucoup plus primaire, au fait, moins cérébral dans la chanson. Et ça, c'est un truc, je pense, qu'on n'aura jamais au. Peut-être qu'on l'aura dans du théâtre, et encore, faut aller vers des pièces où vraiment les émotions elles sont bien jouées, bien amenées, bien écrites, bien mises en scène. Puis il faut que le public y résonne comme ça, mais ça pourra jamais être, je dis n'importe quoi, 2 heures de concert de U2 où le public il est chaud de ouf, il connaît toutes les chansons par cœur, ça, les chanteurs, enfin le groupe de musique sur scène, il raconte quelque chose qui touche le public. Euh, on pourra jamais vivre ça, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, il en faut pour tout le monde, j'ai envie de dire. Moi, je vais pas au concert de chanteurs et chanteuses, ça me plaît pas. Je sais pas, c'est pas ma cam. Je vais pas non plus voir non plus des masses de spectacles vivants. Je vais un peu voir de d'humour évidemment, mais je comprends ce que ça puisse être très très cool d'aller à des concerts de musique. Moi, c'est pas mon truc, quoi. Bon, je vais essayer, hein, je vais essayer de me sortir de moi-même, hein, de ma propre zone de confort, et d'aller bifurquer, quoi. Je vais aller voir. Allez, je crois que je vais aller voir Camille Lelouch en concert. Putain, non. Non, certainement pas.
Allez, c'était la petite cartouche de fin pour ma Camille, que j'embrasse. Allez, tiens, j'ai envie de l'embrasser comme ça. Pas de rancure. Pas de rancure. C'est comme... C'est quoi de la rancure? C'est comme de la rancune et de la rancœur. De la rancure. Et non, allez, on termine sur ça. Allez, je l'embrasse. La Camille. Allez, c'est comme ça. On va s'arrêter là. Je vais vous dire à la semaine prochaine. J'étais content de partager ces propos, ces sujets, ces idées avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Vous prenez soin de vous et puis vous prenez soin d'une autre personne. Mais pas plus, parce qu'après c'est un petit peu fatigant. Allez, bessos.